Bonjour à tous. Acquisition géante, impact du projet de loi de finances sur l'industrie du jeu, discussion européenne, prix du Game Pass aujourd'hui, c'est le rendez-vous Game Business à la une de Smartech. Mais d'abord, je vous propose qu'on s'intéresse au secteur du logiciel en français en Europe. C'est tout de suite dans l'interview. Comment se porte le logiciel en Europe? Quelles sont les dynamiques de cet écosystème? On en parle avec Alexandre Meyers. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur et associé chez Avolta, banque d'affaires européenne spécialisée dans l'accompagnement des entreprises tech sur leurs opérations stratégiques. Ça peut être les LBO, les levées de fonds. Vous avez publié, ce qui nous intéresse ici, c'est que vous avez publié un rapport The European Software. Alors, sur quels indicateurs vous appuyez-vous pour mesurer la dynamique de cet écosystème? Alors, ce qu'on regarde, c'est tous les investissements qui sont liés au fonds de capital risque et aussi toutes les opérations de cession qui ont lieu sur l'écosystème logiciel en Europe. Alors, on regarde à la fois le nombre d'opérations, les montants investis, mais aussi les multiples de valorisation et leur évolution. On parle beaucoup des levées de fonds, donc on va peut-être commencer par cet Mhm. indicateur. Qu'est-ce qu'il dit? Alors, pour resituer, en 2021-2022, il y a quand même eu une euphorie importante au niveau de la tech, au niveau mondial, mais aussi en Europe. On avait à peu près un record de 3000 opérations sur ces années-là. Aujourd'hui, il y a quand même eu une Donc, chute de 35 post-Covid, post-Covid. voilà. Il y avait la tech était vue comme une valeur refuge. Consécration en fait du numérique. Ouais. C'est ça, c'est ça. Et il y a eu un paradigme qui a quand même bien évolué. Aujourd'hui, on voit moins d'opérations, donc une chute de 35% par rapport à ce pic partout en Europe. C'est lié à plusieurs facteurs. Est-ce que ça veut dire qu'on est revenu à la normale ou qu'on est quand même au-dessus? On est revenu, on va dire, à la normale Ok. en nombre d'opérations. Par contre, ce qu'on voit quand même, c'est que la taille moyenne des opérations augmente, ce qui montre qu'il y a une certaine maturité aujourd'hui de l'écosystème. On finance des sociétés qui sont plus importantes. Mais il reste quand même cette chute au niveau des opérations et ça peut être lié à différents facteurs. Moi, ce que je vois, c'est qu'au niveau des fonds de capital risque, ils sont beaucoup plus sélectifs aujourd'hui. Ils ont levé aussi moins d'argent auprès de leurs LPs, donc moins d'argent disponible à investir. C'est pour ça qu'ils sont plus sélectifs. Et ils ont des portefeuilles qui sont quand même assez chargés et donc ils se focalisent sur la rentabilité de leur société pour que ça devienne des bons candidats à l'exit. Et ça, c'est un phénomène qu'on voit qui explique la baisse. De l'autre côté, les entrepreneurs aussi cherchent à moins lever des fonds par rapport à avant. Avant, on était dans ce paradigme de la croissance à tout prix, on brûlait du cash, etc. Aujourd'hui, on a demandé aux entrepreneurs qu'ils soient rentables. Et donc, du coup, maintenant qu'ils sont rentables, ils arrivent à se développer sans apport de fonds supplémentaires. Donc, il y a un peu ce double effet où des fonds qui sont plus sélectifs, des entrepreneurs qui ont moins besoin de VC, qui fait qu'aujourd'hui, on voit cette baisse des opérations. Est-ce qu'il y a un effet aussi de l'intelligence artificielle? Parce que s'ils sont plus sélectifs, est-ce qu'ils vont aller davantage ou peut-être uniquement même vers des projets IA, C'est vrai qu'on observe ça. estampillés en tout cas IA? C'est vrai qu'on observe énormément ça. Pour moi, le point de bascule, c'était le lancement de ChatGPT en fin Ouais. 2022. Avant ça, on avait peut-être 25%, 30% des opérations dans des sociétés d'IA. C'était un peu la norme. Aujourd'hui, c'est 50%. C'est-à-dire que les investisseurs cherchent vraiment à backer les futurs leaders. Donc, c'est à la fois sur des modèles fondationnels, typiquement les Mistral IA, ou aussi des Poolside, qui sont d'ailleurs des acteurs français qui ont levé plus de 500 millions, voire 1 milliard d'euros au total. Mais aussi sur des sociétés qui sont plus qui utilisent l'IA de toutes les manières pour proposer de la valeur à leurs clients. Et on le voit aussi dans les valorisations, c'est-à-dire que ces sociétés, elles ont un premium de 30% par rapport à une société de logiciels classique, ce qui montre qu'il y a quand même une vraie frénésie là-dessus. On parle beaucoup d'un problème d'exit en France. Enfin, moi, j'ai beaucoup entendu les responsables de la French Tech et des associations dire voilà, on a un problème d'exit en France. Pour autant, là, je vois dans votre rapport qu'il y a un record d'opérations de cession. Bah, oui, c'est vrai. Et je pense que c'est une bonne nouvelle parce Oui, qu'effectivement, il y a plusieurs années, on disait qu'il y avait un problème de liquidité. oui. Si on était une start-up, bah, une des seules possibilités d'exit, c'était d'aller s'adresser à des corporates type CAC 40. Donc, il y avait forcément un peu un mismatch de culture. Ce n'était pas toujours évident. Et aujourd'hui, il y a l'avènement d'un nouvel acteur, le private equity, en fait, qui maintenant arrive sur des sociétés technologiques. Et en fait, la stratégie, elle est simple. C'est-à-dire que ils vont faire l'acquisition de sociétés matures, rentables, ils deviennent actionnaires majoritaires. Et ensuite, leur levier de croissance, c'est d'aller faire de la croissance externe pour aller à rajouter des technologies dans leur offre produit, s'étendre sur des géographies, etc. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'argent aujourd'hui pour venir complémenter ces offres technologiques. Ce qui fait que des plus petites startups
peuvent trouver pas mal d'issues avec ces fonds de private equity auprès des plateformes dans lesquelles elles sont investisseurs. Et nous, on le voit aussi sur les opérations qu'on fait aujourd'hui. Il y a énormément de possibilités par rapport à avant. Donc, on est effectivement à un niveau record d'opérations, plus de 1000 opérations cette année sur le software en Europe, ce qui est quand même plutôt une bonne nouvelle. Par contre, un bémol quand même, c'est que c'est une bonne nouvelle, il y a de la liquidité, certes, mais en fait, 60 à 80% de cette valeur, elle est générée par des acteurs américains. Enfin, c'est des acquéreurs américains ou des fonds américains qui viennent faire ces acquisitions en Combien vous Europe. dites 60%? 60 à 80%. Cette année, c'était même 80%. Donc, OK, en Europe, on a un super vivier de talent, d'innovation, etc. Mais in fine, la valeur, elle se matérialise outre-Atlantique. Et bon, ça peut être vu comme un problème pour nous, mais bon, ça permet quand même d'avoir de la liquidité. Et sur les valorisations aujourd'hui des boîtes dans le logiciel, vous les jugez plutôt saines? Bah oui, c'est sûr qu'il y a eu un petit redressement par rapport au pic. Il y a eu, enfin, en fonction des secteurs, une chute de 30 à 50% sur les multiples de valorisation. Donc, c'est sûr que c'est pas forcément une bonne nouvelle pour les fonds ou certains entrepreneurs, mais c'est probablement qu'on est revenu sur des fondamentaux plus sains. Là où à l'époque, la valorisation résidait surtout dans un potentiel de croissance. Aujourd'hui, on attend d'avoir des modèles rentables, ce qui fait ça a permis une réduction des Mais multiples. Alexandre, ça tient pas quand on parle d'intelligence artificielle. Donc ça ne tient pas quand on parle. Exception IA. Il y a des primes dans l'intelligence artificielle, j'en ai parlé. Il y a aussi des primes typiquement dans la fintech, dans des sujets de décarbonation, parce qu'il y a une vraie, on va dire, une vraie tendance de long terme, des marchés à aller adresser qui sont très très profonds, et donc on a des primes là-dessus. Et même la prime au niveau de l'intelligence artificielle dans les cessions d'entreprise, elle est encore plus élevée, elle est de 70%. Parce que les corporates, ils ne sont pas nativement liés à de l'IA. Donc, ils ont besoin de rapidement avoir des propositions de valeur IA sur le marché. Et la seule solution, c'est d'aller faire l'acquisition de sociétés ou de petites startups qui développent des briques ou des fonctionnalités. Ça peut générer de la casse, ça, sur l'écosystème logiciel? Ça peut générer de la casse. C'est vrai il peut y avoir des tensions, des sociétés qui ont beaucoup levé à des très grosses valos en 2021-2022, qui aujourd'hui cherchent à trouver un acquéreur. Et ben en fait, ils ne vont pas réussir forcément à avoir la même valo qu'ils ont eu il y a quelques années. Et donc, il y a un peu cette décorrélation entre les valorisations théoriques qui sont données par les VC lors des levées de fonds et la valorisation réelle au moment de l'exit. Et là, aujourd'hui, un multiple médian en levée de fonds, ça va être 6 fois le chiffre d'affaires à peu près. L'exit, ça va être 2-3 fois. Ah oui. Ce qui fait qu'il y a quand même un sacré gap. Et c'est ça aussi qui pousse certains entrepreneurs à ne plus lever de fonds, parce que c'est une pression énorme à aller faire de la croissance et à essayer d'avoir au moins la même valorisation à la sortie. Et donc l'autre option, c'est par exemple d'entrer en bourse? L'IPO en Europe, ça reste un marché qui est quasiment inexistant. Il y a eu quelques IPO. Je pense à Lighton. Hein. Ouais, mais c'est des cas un petit peu, c'est des cas erratiques. La réalité, c'est que c'est encore aujourd'hui pas une solution de liquidité. Et les très belles scale-up européennes, généralement, vont même essayer d'aller aux États-Unis parce que là-bas, ils vont trouver probablement des meilleures valorisations, plus de liquidité. Merci Alexandre Meyers de nous avoir fait un peu dresser ce panorama de l'écosystème et de sa dynamique autour du logiciel en Europe. Je rappelle que vous êtes directeur et associé chez Avolta, qui a donc publié son rapport très récemment. C'est l'heure maintenant pour nous de parler de game business, cette industrie du jeu vidéo qui n'a plus de secret pour Guillaume Monteux. C'est parti pour notre rendez-vous Game Business. Bonjour Guillaume. Bonjour Guillaume Delphine. Monteux, le président de Gatsby, je vais y arriver. Société spécialisée dans l'in-game advertising. Vous êtes notre chroniqueur de cette séquence qui décrypte les enjeux business dans l'industrie du jeu. Alors on va commencer par s'intéresser à notre actualité politique, puisqu'on va parler de l'impact du projet de loi de finances sur l'industrie Absolument, du du jeu. PFL 2026. Alors, on ne va pas faire de politique, Non. évidemment, dans la chronique Game Business, mais face aux restrictions budgétaires, je peux d'ores et déjà vous dire qu'il n'y a aucune bonne nouvelle pour l'industrie du jeu vidéo dans ce PFL 2026. Alors, vous le savez, quand on est un studio de jeu, on peut demander à l'État de l'aide sous la forme d'un crédit d'impôt, ça s'appelle le crédit d'impôt pour le jeu vidéo. Ça fait environ 90 millions d'euros d'aide pour l'industrie. Alors, ce n'est pas de l'argent qui est donné au studio, c'est du crédit d'impôt. Donc, il faut que la société paye des impôts. Autrement, sinon, évidemment, ce crédit ne sert pas à grand-chose.
Et ce crédit d'impôt, il est plafonné à 30% des dépenses éligibles et à 6 millions d'euros par jeu. Bon. L'industrie avait demandé aux parlementaires, l'industrie du monde du jeu vidéo avait demandé aux parlementaires de relever le seuil des 6 millions d'euros et d'assouplir un petit peu les règles d'éligibilité de ce crédit d'impôt. Tout a été refusé. Oui. Et non seulement tout a été refusé, mais le Parlement veut flécher ce crédit d'impôt vers les studios qui produisent des jeux AAA. Et là, il y a deux problèmes. Le premier, c'est que un jeu AAA, c'est au minimum un coût de 150 millions d'euros. Alors 6 millions d'euros par jeu, c'est beaucoup d'argent, on est d'accord, hein. Mais par rapport à 150 millions d'euros, ça reste quand même, on va dire, marginal. Et si on flèche cette aide vers vers les studios de jeux qui produisent des jeux uniquement AAA, c'est-à-dire les plus gros jeux, Ouais. les jeux les plus profonds qui mettent le plus de temps à être développés, qu'est-ce qu'il y arrive quoi pour les petits studios de jeux, pour les jeux indie, pour les studios qui produisent un jeu pour la première fois? Est-ce qu'ils vont être laissés de côté? Je ne sais pas. En tout cas, moi, ce que je constate, c'est qu'à la fois sur le fléchage et sur le montant de l'aide, on a une industrie du jeu vidéo qui est formidable, qui est concurrente avec les plus grands pays. La France est très bien positionnée dans ce domaine-là. On parle d'investissement productif. Là, on est typiquement dans un cas d'investissement productif. On a déjà prouvé qu'on est bon et on a déjà prouvé qu'on pouvait en faire encore mieux. Moi, je considère quand même que l'aide de l'État est trop faible au regard de ce qu'elle peut rapporter. Et au niveau européen? Alors, au niveau européen, il y a un projet qui est en train de mûrir qui s'appelle le Digital Fairness Act, le DFA. Ok. Alors, Intéressant parce que franchement, je n'ai pas entendu un seul sujet là-dessus pour l'instant. c'est très intéressant. Alors, ce n'est pas une aide européenne, hein. C'est un projet qui est en train de mûrir et dont les impacts sur le monde du jeu vidéo peuvent être assez conséquents. Ce serait quoi, une réglementation? Alors, ce serait une réglementation, absolument, dont l'objectif est de renforcer l'équité numérique, de protéger les consommateurs dans leur parcours numérique et, quelque part, de mettre en œuvre des pratiques digitales qui sont plus justes. Il y a eu un rapport qui s'appelle le Fitness Check, en octobre 2024, qui montre que les règles dans le numérique ne sont pas suffisantes pour correctement protéger les consommateurs. Alors ça ne concerne pas que le jeu vidéo, ça concerne les plateformes, enfin toute notre vie, j'ai envie de dire, digitale. Et ce texte, en fait, il montre que les contrats qu'on nous fait signer en numérique sont absolument pas clairs, que les prix qu'on a sur Internet sont très opaques, hein. Typiquement, je vous encourage à aller regarder le prix d'un billet d'avion et d'aller l'acheter 3-4 jours après, vous allez voir, bam, voilà, donc ça c'est quand même un sujet, que le marketing d'influence est parfois dangereux et qu'il y a beaucoup de sociétés qui ont recours à ce qu'on appelle les dark patterns et qui sont absolument, selon les gens qui réfléchissent autour du DFA, à proscrire. Les dark patterns, c'est quoi? C'est les procédés qui vous manipulent sur l'Internet pour vous faire des choses que vous n'avez pas forcément envie de faire. Typiquement, quand vous consentez pour les cookies, vous avez le gros bouton accepter, bien visible, bien bleu, etc. Et que si vous voulez refuser, il faut chercher. Continuer sans accepter n'est pas très visible, je reconnais. Exactement. Donc, toutes ces, entre guillemets, manipulations numériques sont des sujets, j'ai envie de dire, d'intérêt dans le cadre du DFA. Et donc, il s'ouvre une grande consultation parce que l'industrie du jeu vidéo, comment dirais-je, Elle serait directement touchée. elle sera directement touchée parce par le DFA, sur qu'elle quel utilise quand même des mécaniques qui sont parfois à la limite de l'acceptable. Exemple. Je fais référence aux données des utilisateurs qui sont obligatoirement collectées par contrat pour toutes les personnes qui veulent jouer à un jeu AAA. Je fais référence aux achats intégrés qui sont obligatoires si vous voulez atteindre une certaine partie du jeu ou un certain niveau dans le jeu. Je fais référence aux abonnements qui sont compliqués à dénoncer. Je fais référence au manque de transparence sur les prix. Je fais référence au manque, à l'impossibilité de revendre ce qu'on a acheté en numérique, typiquement une skin ou un avantage. Comment vous faites pour le revendre, votre skin? Comment vous faites pour revendre votre avantage? C'est pas possible. Comment vous faites pour le transporter d'un jeu à un autre? Comment vous faites pour le posséder? En fait, même il y a la liberté, entre guillemets, de possession qui pose question. Je ne parle même pas du leg. Bref, tous ces sujets sont abordés dans cette consultation autour du DFA et c'est des sujets, encore une fois, qui auront une importance dans l'industrie du jeu Et vidéo. qui sont une bonne nouvelle pour les utilisateurs, les consommateurs.
Ah oui, oui, c'est une bonne nouvelle pour le consommateur, peut-être une mauvaise nouvelle, ou pas d'ailleurs, pour l'industrie du monde du monde du jeu vidéo, mais en vrai, Delphine, c'est pas normal de ne pas savoir si on a fait une bonne affaire quand on achète une in-purchase ou quand on achète un objet dans un jeu. Parce que vous l'achetez au travers de monnaie virtuelle. Alors, tantôt, c'est des gemmes, tantôt, c'est des cerises, tantôt, c'est des pièces d'or. Mais donc, vous savez plus, entre guillemets, quelle est la valeur de chacune de ces monnaies virtuelles. Et ces monnaies virtuelles, il ne faut pas se leurrer, vous les achetez à un moment donné avec du vrai argent. Bon, de la même manière, donc cette opacité autour du prix, du réel prix des choses, c'est quand même un sujet. De la même manière, quand certains jeux octroient des avantages à des joueurs qui se connectent tous les jours, et donc on pousse, si vous voulez, À une forme d'addiction, vous voulez dire à une forme d'addiction, et qui pénalise ceux qui se connectent moins, c'est là aussi un vrai sujet. De la même manière, et moi je suis bien placé pour le savoir puisque je suis dans le domaine, quand il y a de la publicité contextuelle ciblée sur les personnes et que cette publicité se base sur des mots échangés entre les joueurs ou sur un historique d'achat, typiquement, ben, on peut parfois être dans certains cas de harcèlement et d'incitation trop fréquente, soit à jouer, soit à acheter des objets dans le jeu. Et là aussi, c'est pas bien. Et c'est encore moins bien, évidemment, lorsqu'on parle de mineurs. On va passer de l'autre côté de l'océan Atlantique. Alors, de l'autre côté de l'océan Atlantique, alors on est en pleine période de libéralisme affiché de l'autre côté, mais on est un peu dans le même mouvement, j'ai envie de dire, aux États-Unis qu'ici. Et c'est intéressant de l'illustrer par ce qui se passe avec le studio de jeu HoYoverse, qui est éditeur du jeu Genshin Impact. Et vous allez voir pourquoi. Genshin Impact, c'est un jeu qui a été créé en 2020 sur PC, sur Mac et sur mobile à la base. Aujourd'hui, il existe sur console. C'est un jeu où vous jouez dans un monde ouvert et vous devez faire la collection de personnages, d'armes. Des images, là. Ah bon, ben voilà, d'armes, voilà. Un esthétisme extraordinaire. Ce qui est intéressant de voir, donc il y a du combat, il y a tout ce qu'on veut, il y a de l'exploration. C'est un jeu qui est vraiment très beau. 300 millions de joueurs inscrits en 2025. Un jeu qui est parmi les plus grands jeux mondiaux. Oui. C'est pour ça que le cas, entre guillemets, est aussi intéressant. D'ailleurs, soit dit en passant, ce jeu-là, il a coûté près d'1 milliard de dollars à produire. Donc, par rapport à ce qu'on vient de dire avant, vous voyez un petit peu le décalage. Donc, l'esthétisme tout à fait soigné du jeu, la mécanique du jeu, c'est les achats de loot box pour avoir des nouveaux personnages, de nouvelles armes, des nouveaux objets. On reprécise que c'est la loot box. Alors, la loot box, je vais faire très schématique, c'est une pochette surprise. Donc, vous achetez une loot box ou une pochette surprise, vous l'ouvrez, quand vous l'achetez, vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Et donc, la probabilité d'avoir un bel objet ou d'avoir un beau personnage, elle est inversement proportionnelle, si vous voulez, avec son occurrence d'arrivée. Bon. Le problème qui était celui de HoYoverse et de Genshin Impact, c'est qu'on achetait ces lootbox avec de la monnaie virtuelle, et donc il est extrêmement compliqué pour une personne de savoir combien coûtait réellement la lootbox. Eh bien, la FTC américaine est tombée sur HoYoverse en leur disant « Vous avez vendu des lootbox à des enfants de moins de 16 ans sans consentement parental. Ça, c'est proscrit par la loi, et notamment la COPPA. Et donc, vous allez avoir des gros problèmes. » Et donc, le settlement de tout ça, qui va aussi, si vous voulez, dans le sens du DFA, Delphine, c'est que HoYoverse a accepté de ne plus vendre ces lootbox avec de l'argent virtuel, mais exclusivement avec de l'argent réel, pour que les gens et peut-être les enfants soient obligés d'appeler les parents pour et la conscience, et conscience, si vous voulez, du et de la valeur, de la valeur de ce qu'ils achètent et du retour sur la valeur de ce qu'ils achètent. Ils ont mis toutes les mécaniques en œuvre pour ne plus vendre de lootbox à des enfants sans autorisation parentale, et au passage vont payer une amende de 20 millions de dollars à l'État américain. On reste aux États-Unis. Donc, vous voyez, là, on est quand même dans un schéma où les États, les continents commencent à ériger des règles qui sont d'ailleurs pas forcément les mêmes. Et peut-être qu'il y a des jeux qui vont sortir en Asie, qui sortiront plus aux États-Unis, ou qui ressortiront en Europe, qui ressortiront... Voilà. Très donc, intéressant. on risque quand même d'avoir
j'ai envie de dire, une disparité dans l'égalité des jeux à l'échelle planétaire, et peut-être, pour les éditeurs de jeux qui ne sauront pas se réinventer comme se réinvente au Yoverse aux États-Unis, plus proposer de jeux. Oui. Et donc le consommateur sera peut-être plus protégé, mais peut-être aura moins le choix des jeux auxquels il pourra jouer. On verra. On sait qu'on connaît l'agilité quand même dans le business. C'est vrai. Alors, on reste aux États-Unis parce que je voulais vous entendre sur Electronic Arts. Alors ça fait plus d'1 an dans ces chroniques-là qu'on répète qu'Electronic Arts est à vendre, contrairement à ce que peut dire son patron Andy Wilson depuis 1 an. Et bien voilà, le groupe EA a annoncé avoir conclu un accord définitif avec PIF, le Public Investment Fund saoudien, c'est le fonds souverain saoudien, Ouais. Silver Lake et Affini Partners, pour l'achat complet de Electronic Arts. Alors, Electronic Arts, c'est un très gros studio. Alors, c'est pas une surprise sur le fait que le fonds souverain saoudien achète Electronic Arts, dans la mesure où ils étaient déjà actionnaires d'Electronic Arts à hauteur de 10%. En revanche, la surprise, c'est le prix. Ouais, le montant. Ouais. 55 milliards de dollars pour Electronic Arts. Juste pour remettre en perspective le montant de 55 milliards, Renault, ça vaut 10 milliards. Ubisoft, à son top, ça valait 9 milliards à son top. Bon, maintenant, ça vaut... Voilà. Donc, 55 milliards, c'est beaucoup d'argent. Et moi, je suis très content parce qu'au moins, ça va faire taire tous ceux qui disent que l'industrie du jeu vidéo n'intéresse plus les investisseurs. Ça rappelle l'opération Activision. Absolument. On se souvient que Microsoft avait racheté Activision Blizzard pour la somme de 70 milliards d'euros à 18 fois l'EBITDA. Là, le fonds souverain saoudien, Vous allez me dire comme rapport. c'est 29 fois l'EBITDA. Ah oui. Ça veut dire qu'il leur faut, si je schématise, un EBITDA constant. Et d'ailleurs, l'EBITDA de Electronic Arts est à peu près constant sur les 3-4 dernières années. À EBITDA constant, ça veut dire qu'il leur faut 30 ans pour retrouver leur argent. 30 ans. Donc, c'est quand même un pari ambitieux, d'autant plus ambitieux que EA n'a plus la licence FIFA. Donc, maintenant, ils opèrent leurs jeux sous le nom EA FC et le nom du millésime, donc en l'occurrence 2026 aujourd'hui. C'est d'autant plus ambitieux que le nouveau jeu de EA, Battlefield, n'a pas du tout démontré encore qu'il était capable de générer les revenus qu'il est prévu de générer autour de ce jeu. Et puis, alors, l'Arabie Saoudite devait organiser les Jeux Olympiques de l'e-sport, donc acheter EA, qui est l'éditeur de jeux de sport, faisait sens dans tout ça, même si effectivement, dans l'e-sport, les jeux les plus joués ne sont pas des jeux de sportifs, mais voilà. Et ben, il y a 2 semaines, on a appris que les Jeux Olympiques d'e-sport, qui encore une fois devaient se dérouler en Arabie Saoudite, eh ben, sont annulés. Donc, on passe d'un pari ambitieux à un pari qui est relativement risqué. En tout cas, ce qui est intéressant de noter, c'est que... Très rapidement, c'est que cette incursion, si vous voulez, dans le monde du jeu vidéo, elle s'inscrit dans une continuité pour le fonds saoudien, et quelque part, l'objectif de MBS au travers du PIF, c'est de diversifier l'économie saoudienne hors pétrole. Et c'est quand même intéressant de savoir on voit de nombreux investissements dans le numérique. Ouais. Voilà, qu'ils ont décidé de le faire massivement dans le numérique et particulièrement dans le jeu vidéo. Alors, vous avez mentionné Microsoft, je voulais qu'on parle du Game Pass. Alors, le Game Pass, absolument, c'est un vrai sujet. Bon, Microsoft a clairement perdu la bataille des consoles de nouvelle génération. Aujourd'hui, ils en ont vendu 32 millions. La PS5 s'est vendue à 75 millions. Donc, sur les consoles, la messe est dite, le jeu est plié. Donc, ils passent la seconde sur leur service de Game Pass, donc qui est leur service d'abonnement à un catalogue de jeux, un Netflix, si vous voulez, du jeu, un All You Can Eat, certains diront en All You Can Play. Et là, ce service-là, il évolue. Alors, il évolue dans son naming, il évolue dans certaines de ses émissions, mais surtout, comme vous l'avez dit, dans son tarif. Oui, avec une hausse. Avec une hausse. Et pourquoi ? Alors, Microsoft nous explique qu'il y aura plus de jeux dans les plans et dans les catalogues, que les accès Day One seront garantis pour tous ceux qui possèdent le plan Ultimate, que le cloud gaming sera généralisé. Mais en fait, on passe quand même de $20 par mois à $30 par mois. Oui. Alors, $30, ce n'est pas le prix d'un jeu AAA, mais c'est le prix d'un jeu AA ou d'un jeu indie. Et si vous faites 30 x 12, vous avez $360. Avec $360 par an, vous achetez 4 jeux AAA. Et donc, Microsoft prend le risque de scinder,
si vous voulez, ses abonnés Game Pass en deux. Ceux qui vont abandonner, parce que de toute manière, eux, ils jouent pas plus de 2-3 jeux ou 4 jeux par an, et là, ils ont plus intérêt à acheter les jeux et en avoir la propriété, j'ai envie de dire, infinie. Et puis, ceux qui sont des hardcore gamers, qui, eux, effectivement, vont pouvoir suivre. Ouais. Donc, c'est un vrai... On n'aurait pas une petite bonne nouvelle avec l'approche de Noël, là, quand même, avant de se quitter? Vous voulez une bonne nouvelle? Oui. Donc, on ne parle pas de la Des mauvaises nouvelles. on ne parle pas des mauvaises nouvelles. On va parler des bonnes nouvelles. Bah oui, parce que le line-up de Noël, en fait, il est exceptionnel. Bah oui. Il est très chargé et c'est une très bonne nouvelle. Alors, chaque année, les studios de jeux se posent la question de savoir s'ils sortent leurs jeux maintenant, enfin, dans le dernier trimestre, où il y a quand même une concurrence qui est assez féroce, mais des achats qui sont assez nombreux, ou au trimestre d'après, donc de janvier à mars, où là, il y a moins de concurrence, mais moins de sous pour acheter les jeux. Donc, chaque année, sauf que cette année, au premier trimestre, enfin en mai 2026 pour être plus précis, il y a un jeu qui sort qui s'appelle GTA 6. Donc personne ne veut sortir son jeu en mai, et donc tout sort maintenant. Donc on a un line-up top, on a Football Manager 2026 qui vient de sortir, on a le nouveau Call of Duty qui va sortir, la nouvelle mouture de Agneau de chez Ubisoft, Flight Simulator qui sort sur PS5. Pareil sur Nintendo, on a un spin-off de Zelda qui va sortir, on a le super jeu Prime Metroid aussi qui sort. Bref, là aussi, tout un tas de raisons pour mettre des Switch 2 sous le sapin de Noël. Donc là, c'est plutôt même une bonne nouvelle. Mais la nouvelle la plus folle, c'est celle qui a été annoncée par Tyler McIver il y a quelques jours, c'est que avec GTA 6, on pourrait avoir la sortie imminente, qui pourrait être annoncée dans les prochains jours, de Half-Life 3. Alors Half-Life, c'est un jeu, le 2 était sorti en 2004, mais tout le monde en parle aujourd'hui comme étant un des plus grands jeux jamais produits. Moi, je peux vous dire quelque chose, Delphine, c'est que si Half-Life 3 et GTA 6 sortent en 2026, je pense qu'il faudrait intégrer dans le PFL qu'on est sur le PLF, le projet de loi de finances. Le PLF 2026, le fait que la productivité française va un petit peu baisser. Est-ce qu'on va quand même vous retrouver dans Smart Tech pour de nouvelles chroniques Game Business? Avec plaisir, Nelly. Bon, super. Merci beaucoup, Guillaume Monteux. Je rappelle que vous êtes le président de Gatsby. Et puis, merci à tous de nous avoir suivis. C'était Smart Tech que vous regardez sur la chaîne Bismart. On se retrouve très vite. Excellente journée à tous.